But I can assure you that the stories you hear about these men, if nothing else, has been watered down. John, I'm sorry I can't be there for you. But you still need someone to love. So start with this. Your best friend, Helen. I love you, John. And what was her name? This woman whose life has ended, Maya. Helen. It's not what you did, son, that angers me so. It's who you did it to. Who? The fucking nobody? That fucking nobody is John Wick. When Ellen died, I lost everything. Until that dog arrived on my doorstep. A final gift from my life. In that moment, I received some semblance of hope. We call him Baba Yaga. He was the one you sent to kill the fucking boogeyman. People don't change. Times they do. John Wick is a man of focus. You stabbed the devil in the back and forced him back into the life that he had just left. Tell them. Tell them all. Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. I'll kill them all. Of course you will. Baba Yaga. My son took that from me. Stole that from me. Kill that from me! People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. So you can either hand over your son, or you can die screaming alongside him! What have you done? Finished it. J'aime beaucoup ce que fait Disrupted Thoughts, une chaîne que j'ai découvert par hasard, qui fait comme ça des montages musicaux à partir de films connus ou moins connus. Je vous invite à aller faire un tour si vous avez le temps, parce que c'est vachement agréable à regarder. Et je trouve que ce qu'on vient de voir est super. Ok, nous sommes à nouveau ensemble pour la deuxième partie de ce vidéo-essai sur la saga John Wick, la saga superbement commencée et malheureusement qui va continuer, mais qui à mon avis est en train de dégringoler, mais bon, ça c'est un avis d'alien, hein, donc vous en faites ce que vous voulez, mais on rentre dans ce qui, de mon point de vue, avait fait tout l'intérêt, tout le magnifique projet que ça aurait pu donner, à savoir comment ce que j'ai appelé le John Wick verse pouvait ouvrir telle une œuvre ouverte, pour paraphraser Umberto Eco. Je sais s'il y a un alien pour vous. Et donc, toutes ces possibilités qui s'ouvraient à plusieurs niveaux en termes de création d'une véritable mythologie possible, bien évidemment, il ne s'agissait pas d'inventer quelque chose de terriblement original, mais tout de même, de pouvoir se baser sur ce qu'avait offert le cinéma et la littérature et les comics jusqu'à maintenant pour aller plus loin à travers le principe de l'alibi du genre. En l'occurrence ici, le genre action-thriller. Donc, voici mon interprétation de ce que, à mon avis, était
le projet d'origine porté par le scénariste du projet. Everything is so intertwined. Anything can melt into anything now. Nothing is found within everything. And clumsy magnetic pattern is in my head. So keep on mixing the magnetic strings. Everything is staked into nothing. Eh bien, commençons par le commencement. Quand on parle de commencement, c'est qu'on va raconter quelque chose. Eh bien, rien ne peut exister dans une narration, rien ne peut être raconté sans des personnages qui font faire avancer l'action. Bah oui, l'action c'est la narration, donc c'est l'action des personnages avant tout. Et pour cela, il faut un personnage central, celui qui fait tout converger, tout s'organiser, faire donner un sens à l'action collective par son action propre. Le héros, sans qui votre humanité, votre civilisation n'aurait jamais pu créer un sens, dois-je dire, mythologique à son existence. Le cinéma fonctionne exactement de la même manière, puisque ce n'est rien d'autre, de mon point de vue alien, qu'un miroir, certes imparfait et quelquefois narcissique, de votre réalité civilisationnelle. Et donc, John Wick, ce héros déchu, ce héros souffrant, ce héros déjà mort, puisque dès le début de la saga, dès la première séquence du premier John Wick, on le voit agoniser, exactement comme dans de célèbres films de genre noir, de films noirs américains, DOA, Sunset Boulevard, etc., où effectivement on commence par la mort du personnage principal et on remonte en arrière pour comprendre la narration qui amène à cette mort. Eh bien, c'est ce que je pensais quand j'ai vu pour la première fois John Wick. D'abord, je pensais, puisque ça commence par de l'action, avoir affaire à un film de genre, à un film de baston, policière, bon, un genre touffu qu'on a vu depuis toujours dans le cinéma américain, mais international aussi. Et je pensais, bon, que j'allais assister à quelque chose de ce niveau-là, de ce genre-là, bien fait, pourquoi pas, passer un bon temps. Et puis, progressivement, je voyais s'insinuer quelque chose qui débordait les limites du genre, qui très intelligemment, dès le premier, me posait des interrogations, comme par exemple, que fait la police? Que fait la police? Mais que fait la police? Mais que fait la police? Effectivement, que fait la police? Je veux dire, on est dans un univers où l'ordre de la loi est régi par tout sauf l'État tel que vous le connaissez dans votre monde, et en particulier ce bras armé de l'État et de la loi qui est la police. Ici, nous n'avons qu'une seule représentation de cette police, une représentation totalement surréaliste, qui déjà annonçait que nous étions en train d'entrer dans un monde qui n'est pas le monde réel, mais qui est quelque chose de beaucoup plus subtil, et quelque part, j'utilise encore ce mot, créatif d'un semblant de mythologie. Le flic dont je parle n'est qu'une espèce de contrôleur d'action qui n'influe pas, qui n'est pas là pour réguler, mais qui est là pour vérifier. Très très subtil, très intelligent, j'avais déjà pensé. Dans cette séquence, quand John Wick ouvre la porte aux flics, d'abord on voit qu'ils se connaissent, bonsoir, et puis il y a John Wick qui lui dit tapage nocturne, plainte du voisinage, et il dit oui, plainte du voisinage, tapage nocturne, et il voit de façon extrêmement visible les corps dans le couloir d'entrée, et c'est là où il enlève sa casquette, comme par déférence à un John Wick qui a repris du service, et donc au lieu de faire son boulot de flic comme dans votre réalité, il se contente de lui souhaiter une bonne fin de soirée.
Bizarre, non? Evening, John. Evening, Jimmy. Noise complaint. Noise complaint. You, working again? No, just sorting some stuff out. Oh, well. I'll leave you be then. Good night, John. Good night, Jimmy. À travers ce personnage de flic, le chapitre 1 de John Wick commence à poser non pas la mythologie, parce que ça va arriver que dans le chapitre 2, mais une atmosphère onirique qui va s'instiller progressivement par des petits détails ici et là, par des logiques illogiques, si je puis dire, qui vont construire progressivement une mise en conscience du spectateur. Parce que oui, on n'en est pas conscient, on est dans un film de genre, à plein tube, si je puis dire, mais ces détails parsemés ici et là très très intelligemment vont produire une atmosphère onirique. On est dans une ambiance de rêve, voire de cauchemar, qui vont préparer l'atmosphère globale du film et donc de la saga à une mythologie qui va commencer à se construire à partir du chapitre 2. Donc cet univers, cette saga, cet univers épique, qui de mon point de vue était ouvert à une mythologie qui pouvait aller très loin dans sa complexité, mais je pense que le genre cinématographique, malheureusement, je pense que n'a pas les moyens actuellement, ni en termes de capacité d'écriture, ni en termes de volonté de production, de créer ce type d'univers qui appartient avant tout à la littérature. Même si le Marvel Universe avait réussi à le faire magnifiquement, bien sûr en étant aidé par les comics, par la mythologie des comics de Marvel qui s'est construite pendant des décades. Mais tout de même, d'un point de vue cinématographique, c'était extrêmement bien réussi, extrêmement bien agencé, évidemment jusqu'à Endgame, le bien nommé Endgame, puisque à partir de là, c'était la catastrophe cosmique au niveau de Disney et l'opération délibérée de casser tous les codes qui font la valeur de cette saga. Bon, ça c'est une autre histoire, j'y reviendrai peut-être. Ou peut-être pas, parce que je suis très énervé et très déçu par le traitement que vous avez fait de cette saga. Revenons à John Wick. Les 3 premiers de John Wick ouvraient et posaient parfaitement cette possibilité-là. Alors, ce héros, selon une référence en termes de livres sur la littérature, en tout cas de manuels, donc selon Handbook to Literature, de William Harmon Hugh Holman, que j'ai beaucoup utilisé quand j'étudiais votre culture. Alors, il définit le héros comme devant faire converger les caractéristiques suivantes. Première caractéristique, un héros doit avoir une stature légendaire et appartenir à un mythe qui va être reconnu par l'environnement de sa narration. Check. Le contexte doit être universel et plus vaste que la réalité. Recheck. Des entités mystiques ou métaphysiques doivent être mêlées au destin des personnages. Recheck. L'action doit transcender les capacités humaines de base et la bravoure du héros doit dominer la narration. Recheck. Le style doit être grandiloquent. Check. L'auteur doit garder un ancrage suffisant dans le réalisme. Check. Cette démesure dans la nature du héros va ici, chez John Wick, prendre toute son ampleur, non pas par ses actions spécifiques, mais par la construction progressive de cet environnement qui commence dans un réalisme assez cru pour aller très vite vers une forme d'honorisme saupoudré avant de verser dans quelque chose de largement plus métaphysique, plus mythologique, comme je l'ai dit plus tôt, avec l'apparition de personnages, de codes de fonctionnement de cette société bizarre qui vont petit à petit donner à John Wick, à sa stature de héros, quelque chose de méta-humain. Quel est donc cet univers ?
ce John Wick verse et à quelle référence mythologique fait-il appel? Walls of stars are knowing my cosmic bed. Every space my fingers crash. Oui, c'est la vraie question pour moi. Bric-à-brac ou hétéroclisme avisé, intention préconstruite. Qu'est-ce qui fait l'intérêt d'une construction faite de multi-références? Évidemment, une pensée de base, c'est-à-dire une construction même schématique qui va petit à petit faire converger des éléments qui semblent pas liés les uns aux autres, qui sont bizarrement distanciés les uns des autres, pour les faire progressivement construire comme une mosaïque, et non pas comme vous dites une mosaïque postmoderne, mais une mosaïque formaliste qui va créer quelque chose de l'ordre du très très grand. Et comme disait un de mes réalisateurs préférés de votre monde, Orson Welles, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit larger than life, plus vaste, plus grand que la vie, c'est-à-dire que la quotidienneté. Alors oui, bien sûr, dans le cinéma, on peut avoir des références, on peut avoir des saupoudrages, voulus, non voulus, qui vont donner un peu plus de chatoiement à l'image, à la narration, au personnage, et en cela, c'est très bien. Parce que je vais revenir à la pensée d'Umberto Eco, dans l'œuvre ouverte, effectivement, une vraie œuvre artistique est destinée à échapper à son auteur. Mais pour cela, il faut être suffisamment constructif pour faire en sorte que vous ayez un propos central qui se développe, qui se construit, qui se complexifie, mais qui, en même temps, permet à ceux qui vous écoutent, vous regardent, voire vous parlent, c'est-à-dire l'auditoire, les spectateurs, les lecteurs, quelle que soit la forme d'art que vous choisissez, pour avoir bien étudié votre culture, eh bien, ça revient toujours à la véritable œuvre d'art et celle qui permet à celui qui l'apprécie de pouvoir y mettre sa propre vision, ses propres visions, finalement son propre art. C'est en cela qu'une œuvre d'art doit être ouverte. Et de ce point de vue-là, John Wick, dans les 3 premiers chapitres, réussit très bien cela. Mais ne réussit pas, au bout du 3, à tenir l'engagement que ce genre de démarche impose, à savoir... J'ai quand même quelque chose à dire, les gars. J'ai pas fait cela au hasard. Et c'est en cela que je disais beaucoup plus tôt dans ce vidéo essai, on tombe dans le syndrome Lost. Voilà. Au bout d'un moment, il ne faut pas surcharger uniquement pour faire intelligent, pour faire esthétique, mais au bout d'un moment, même si le concept d'œuvre ouverte est important, il faut quand même qu'il y ait un propos qui finalement va finir par échapper aux auteurs de John Wick. Et d'ailleurs, Derek Kolstad, qui est le scénariste qui, à mon avis, est à l'origine de ce projet, va être remercié pour le John Wick 4. Et j'en parlerai plus loin. On voit très bien qu'on finit par finalement réduire le travail qui avait été amorcé par un processus d'auto-satisfaction et d'auto-chatoiement. D'ailleurs, je suis tombé sur une interview de Derek Kolstad sur la chaîne YouTube Collider, spécialisée dans la culture geek, cinéma, vidéo game, etc. Et ça avait été enregistré avant la sortie de John Wick 4. Et l'intervieweur pensait évidemment que le scénariste allait continuer de travailler sur l'œuvre, sur le 4 et le 5 qui avaient déjà été annoncés. Et là, on voit l'intervieweur est assez étonné, voire choqué, il le dit, vous le verrez, quand Derek lui apprend qu'il a été viré de la franchise, de la saga.
Et c'est très intéressant parce que plus tôt dans l'interview, il parle de la conception, de la construction d'un univers complexe et il dit qu'il faut commencer simple et par strates successives complexifier le propos jusqu'à obtenir un univers très large. Et il prend comme exemple la première partie de la saga Marvel, hein, puisqu'il dit que Endgame n'aurait jamais eu cette ampleur si on n'avait pas commencé par d'abord Iron Man 1, Thor, First Avenger, Captain America, etc., etc. Parce que c'est comme ça qu'on construit un monde complexe. Voilà, quand on veut construire un propos. Et la réaction de Derek dans sa réponse pour dire qu'il a été viré, on voit bien qu'il le fait avec diplomatie, mais on sent qu'il est un peu frustré quand même. Donc ça nous parle bien du monde actuel et finalement de mon intuition sur la dérive de John Wick 4. I think the other thing too is you want to start out small. Like to me, the best. You look at the MCU. You wouldn't have Endgame had it not earned what it was through Iron Man, Thor, the first Avenger, all that kind of stuff. And so I think it's a hard balance right now. Cool. But the best part about John Wick and that universe is the underlying world. It's the Continental. It's the High Table. And to get there, it becomes a more complex creature, Sure. Speaking of the Continental, whatever happened with that TV series? What's going on? Well, they're about to make some pretty large announcements in the next couple of weeks in regards to what's going to happen there. Can't say much, but it's happening. And in regards to everything John Wick, you just hope for the best, Of course, I have to ask you, as a huge fan of the franchise, where are you in the writing process of Wick 4 and 5? I'm actually not involved in 4 and 5. Really? No. I mean, at a certain stage, as the studio will tell you, your creation is graduated, and you wish it well. I'm still close with Chad, still close with Dave, and I don't know what's going to happen, but I'm excited to see. And this might be a sore subject, but I'm going to ask: was this your decision? Was this a mutual thing? How are you still executive producing? No, it wasn't my decision. I mean, when you think of the contractually these things. The third one, I shared the credit with any number of people. They didn't have to come back to me, and so they didn't. And so you look at that, and you could be hurt. And I would say if I was 20 years ago, I would have been. But seeing what the industry is and how things go, I just believe that you bless everything and hope it all the best. And to the players involved, we're doing other things elsewhere. And yet, yeah, I mean, it's personal, so I'm never going to talk shit about John Wick. I want this thing to survive and thrive. Yeah, I have no reaction to this. I'm sort of stunned. But at the same time, it's not like you didn't land on your feet and are not involved in like 60 other things. Yeah, I'm finally in a position where I can make cool shit with cool people who want to make cool shit. I can make cool shit with cool people who want to make cool shit. Hey man, Brother Raccoon. Écoutez, voilà, quoi dire de plus sinon hurler avec lui. On voit bien que Derek est, malgré sa politesse d'enfant de cœur, il dit d'ailleurs une phrase très représentative à un moment. Si j'avais 20 ans de moins, j'aurais du ressentiment, je serais en colère, mais aujourd'hui j'ai compris que c'est comme ça fonctionne, blablabla. Mais en tout cas, nous y voilà, Derek, qui avait une vision de cette saga, s'est vu écarté parce que, voilà, la logique des productions actuelles, c'est d'aller à l'essentiel étant se faire du fric et ne pas trop se casser la tête avec des scénaristes qui ont des visions, qui vont devoir complexifier les choses, faire du long terme, etc., etc. We've got to have money. Motherfucker. Par ailleurs, dans cette interview, une autre chose importante que nous dit Derek, c'est que ce qui l'intéressait vraiment, c'était le monde sous-jacent, prééminent en arrière-plan dans l'univers de John Wick, et il dit l'hôtel continental, la table ronde, round table, c'est-à-dire tout cet univers un petit peu onirique, mythologique, qui est en train de se constituer et de se propager et influer progressivement l'action des personnages dans la franchise, et que c'était ça qui était son intérêt principal, ce qui confirme absolument ma lecture, mon intuition des intentions de l'auteur pendant ces 3 premiers chapitres. Alors, de quoi s'agit-il ? Commençons par le héros. Alors évidemment, j'en ai beaucoup parlé, John Wick, c'est le méta-héros, le super-héros, pas dans le sens de Marvel, mais dans le sens de la mythologie, c'est-à-dire quelqu'un qui va personnifier les désirs de toute une humanité, les désirs positifs de toute une humanité, et va de ce point de vue-là faire converger vers lui la capacité à défendre l'ensemble de l'humanité. Par ailleurs, une autre caractéristique fondamentale, j'en ai parlé plus tôt dans ce vidéo-essai, c'est la rédemption. La notion de rédemption est extrêmement importante
car elle permet à chacun d'entre nous de pouvoir se reconnaître, s'identifier au héros déchu, mais qui se donne la possibilité d'une seconde chance. C'est-à-dire la rédemption qui, dans la tradition d'au moins deux de vos deux grandes religions, le christianisme et l'islam, la rédemption, c'est la clé du paradis, c'est-à-dire que nous sommes tous des êtres... Enfin, je dis nous, je deviens trop humain, décidément. Non, je veux dire, vous êtes tous destinés à l'enfer, mais les meilleurs d'entre vous iront toujours au paradis avec cette possibilité de se racheter en temps réel, en live action, comme vous dites, dans votre vie réelle. Et c'est ce que fait John Wick, sauf que, on a l'impression qu'il le fait dans un afterlife, dans une après-vie, dans un monde qui n'est déjà plus la réalité de la vie telle qu'on la conçoit. Ainsi, pour créer une mythologie, il faut un héros, ça on l'a déjà dit, mais pour magnifier cette mythologie en lui donnant une stature méta-humaine, comme son héros, eh bien il faut construire un environnement qui dépasse largement le monde réaliste et qui, par ailleurs, laisse suffisamment d'ancrage dans la réalité pour que le spectateur, le lecteur, puisse se raccrocher à quelque chose de connu et ainsi, et seulement ainsi, arriver à comprendre et à capturer ce côté méta-humain, supra-humain. Alors bien sûr, quel est cet univers en construction? Eh bien je vais essayer de condenser tout cela pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, elle est déjà comme ça. Et bien évidemment, c'est la question qui est posée dès le départ, cette absence d'autorité telle que vous la connaissez dans votre monde réel, à savoir un État, des autorités et des agents de l'autorité qui vont venir réguler les déviants, les criminels, etc. Ici, il est évident que nous avons affaire à un univers où ce qui représente l'État, c'est la table ronde, la table haute plus exactement, the high table, qui, elle, représente une espèce d'Olympe inversé. Inversé pourquoi? Parce que c'est une Olympe constituée de criminels, en tout cas qui régissent un univers criminel peuplé de criminels. Alors on a les criminels évidents, c'est-à-dire les tueurs, ceux qu'on voit interagir autour de John Wick, mais on est amené naturellement à se dire, qu'en est-il des autres membres de la population, ceux qu'on voit défiler autour de John Wick dans la ville, etc., dans les discothèques? Est-ce que ce sont aussi des criminels? Peut-être que oui, en tout cas pas des tueurs, certainement des pécheurs, des sinners, des pécheurs, des gens qui ont péché, donc ils méritent leur place entre l'enfer et le purgatoire. Et c'est en cela que les 7 cercles de l'enfer viennent résonner comme nous disant, cet univers que vous voyez est un univers inversé, exactement la caractéristique principale du monde satanique, c'est-à-dire une inversion du positif, une inversion du pôle positif de la réalité. Et d'ailleurs, il y a une scène qui a été coupée dans le chapitre 2 qui montre John Wick allant chercher une bénédiction au Vatican, en tout cas dans une succursale du Vatican, où il va rencontrer ce qui semble être une haute éminence du Vatican, qui va donc lui accorder cette bénédiction en utilisant les mots qui sont déjà gravés sur son dos. Et cela est assez étrange parce que le charisme de ce personnage est clairement maléfique. Donc nous sommes bien dans une espèce de bénédiction, inversion des rôles, des entités et des lieux sacrés qui, à mon avis, vont dans mon sens. C'est dommage que cette séquence ait été enlevée parce qu'elle aurait sans doute apporté un éclairage un peu plus évident à mes hypothèses. John Wick. Sì. Gianna D'Antonio. Fortis fortuna adiuvat.
En tout cas, c'est comme ça que moi que je lis, dans le verbe lier, cet univers à votre culture telle que je l'ai étudiée. Et je pense que Derek Kolstad, le réalisateur, avait cela en tête, mais prenait patiemment le temps de développer son intention de saga, son intention d'univers, pour le construire progressivement au fil des épisodes. Bien sûr, il ne savait pas qu'il allait être débarqué pendant le numéro 3. Pourquoi je dis pendant le numéro 3 ? Parce que déjà, ce n'était plus le scénariste principal, mais il y avait, s'est constitué autour de lui une équipe qui plus tard va le voir partir et être remplacé donc par cette équipe qui va nous donner John Wick 4. I'm finally in a position where I can make cool shit with cool people who want to make cool shit. Dans cet univers à construire, il faut des personnages secondaires, des personnages importants avec lesquels le héros va interagir et qui va lui permettre de faire avancer son périple, sa quête. Ici, dans le cas de John Wick, sa rédemption et au-delà de sa rédemption, la transformation de cet univers où il pourra désormais vivre la conséquence de sa rédemption. Alors, évidemment, les personnages clés qui vont petit à petit s'agglutiner par actions successives autour du personnage central qui est John Wick, les règles basiques de la narration, de la dramaturgie, que l'on a bien compris, très présentes chez Derek Kolstad, c'est-à-dire on va construire strate par strate cet univers complexe, et évidemment, un univers en termes de dramaturgie ne peut se construire par l'action des personnages, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos. Ce sont les acteurs, au sens ceux qui actent, qui font l'action, qui construisent un univers cohérent ou incohérent. Le propos n'est pas là. Bien. Et donc, le personnage central étant John Wick, quels sont les personnages importants qui vont lui donner l'ampleur qu'il va petit à petit connaître à travers la construction de cet univers? La logique voudrait que je commençât par Winston, mais non. Je vais commencer par le personnage de Sharon, qui est le gardien des portes, qui est celui qui mène les pêcheurs dans leur traversée vers l'enfer, et qui donc va être présenté ici, le nom l'indique, c'est pas moi qui le dis, par cet excellent personnage joué par Lance Reddick, feu malheureusement Lance Reddick. Alors, de quoi il s'agit ici? Pourquoi Sharon? Pourquoi avoir donné ce nom à un concierge d'hôtel, même si cet hôtel s'appelle le Continental, avec cette dimension mythique et mystique qui va progressivement avoir, en tout cas jusqu'au chapitre 3 de John Wick. Mais avant toute chose, et c'est peut-être pour cela que j'ai commencé par ce personnage, un hommage à l'immense acteur Lance Reddick, un de mes favoris dans la grande tradition américaine de second rôle, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Goodbye, Mr. Reddick. So long. Et peut-être êtes-vous déjà Sharon dans l'après-vie. Alors oui, je vais me fendre d'un petit clip hommage à l'acteur Lance Reddick. Je sais, ce vidéo est trop long, patati, patata. Le format YouTube veut que les gens n'ont pas le temps de regarder tes choses trop lentes. Bah écoutez, je vais vous dire tout de suite, je m'en fous. Comme dit mon camarade Folgoz, que je vous présenterai bientôt, avec qui j'échange beaucoup sur les questions de la culture terrienne. Bah écoutez, comme il dit, on a des choses à dire et on va prendre le temps de les dire. Donc, ce petit clip hommage à Lance Reddick avant d'aller plus loin dans notre vidéo essai sur John Wick. On a des choses à dire et on va prendre le temps de les dire. Tant pis pour ceux qui n'ont pas le temps d'écouter et de partager. I have you for 2 nights? Depending on business, it may be more. Of course, sir. So when the old place get a facelift? Around 4 years ago. But I assure you, sir, she really hasn't changed much. Same owner? Same owner. Room 818. And as always, it is a pleasure having you with us again, Mr. Wick. Good evening, Mr. Wick. Good evening. How may I be of service? Is the doctor in? Yes, sir. 24/7. Send him up, please. Yes, sir. How good's your laundry? I'm sorry to say that no one's that good. No. When it's time to say goodbye, and there's nothing else to say,
Still you ask the question why, and I struggle to explain for the 1,000th time again how sometimes we grow apart. For we each have different needs, and no matter where we start, we each grow at different speeds, planting, sowing different seeds. Where do I go from here? How should I feel? Love is still binding, but pain seems to steal all the joy from all the beautiful memories from us. But when it's time to say goodnight, and you ask me please to stay, my heart rises to my throat. I can find no words to say, so I have to look away. Then you reach out for my hand, with your body close to mine, and your eyes call to my lips like a magic siren sigh, and your kisses like fine wine. Where do I go from here? How should I feel? Reason still it calls to me, but desire, it steals all the pain from all the memories that still haunt and play. By the moon we gently breathe, as we mourn and sigh we leave behind caution, doubts and pain, thoughts of what is right or sane, as our bodies touch and cleave. Where do I go from here? How should I feel? Whispering in the night as we abandon all our fears to our dreams and to our fantasies. Oh, the night suspends reality, and so blissfully we drift off to sleep while we're waiting for the sun to rise. Et oui, Lance Reddick était un véritable artiste, puisqu'au-delà de son métier d'acteur, il était également musicien et a sorti un album dont j'ai extrait ce morceau, vers lequel je mettrai un lien en dessous. Par ailleurs, il était aussi une figure iconique dans le monde des gamers, des gamers en ligne, puisque il a prêté sa voix à un personnage important dans le jeu Destiny. Il joue le rôle du Walking Guardian, qui va être extrêmement important et qui est vénéré par les fans, qui vont d'ailleurs lui rendre un hommage en ligne en s'agenouillant devant le personnage. Et ils ont même fait un clip en hommage également, vers lequel je mettrai également un lien en dessous.
Voilà pour ce qui est de la figure de Lance Reddick. Maintenant, revenons à nos moutons, comme vous dites. J'adore cette expression, revenons à nos moutons. J'ai jamais compris, mais je trouve ça sympa. Voilà, donc Sharon. Alors, que dire de Sharon? Beaucoup de choses, mais je vais essayer de synthétiser. C'est un personnage extrêmement important parce que c'est celui qui va nous faire pénétrer avec John Wick dans la dimension métamystique que va proposer Derek Kolstad à travers l'Hôtel Continental. Dès la première rencontre entre Sharon et John Wick, à un moment donné, rappelez-vous, il va lui demander tiens, vous avez fait des travaux de rénovation, ça fait longtemps, et Sharon va répondre il y a quelques temps, mais rien n'a fondamentalement changé, le propriétaire est le même, et les caractéristiques de cet endroit restent les mêmes. Alors, c'est pas compréhensible en français, mais il dit, quand il va faire référence à la troisième personne du singulier à l'hôtel Continental, il va utiliser le pronom she, elle, qui est en anglais exclusivement utilisé pour les objets inanimés, pour les bateaux, pour les navires. Parce que dans la culture britannique, le navire est une entité pratiquement organique, puisque c'est ce qui fait le cœur même de la civilisation britannique. Bref, je ferme cette parenthèse, mais juste pour dire qu'il va, au lieu de dire it, qui est le pronom qui est utilisé pour les choses inanimées, il va utiliser she, ce qui montre que nous sommes symboliquement pas dans un hôtel fixe, dans un bâtiment urbain, mais dans un navire, un bateau. Quelque chose qui va nous lier de manière beaucoup plus évidente au personnage mythique de Sharon, la traversée du Styx. So when the old place get a facelift? Around 4 years ago. But I assure you, sir, she really hasn't changed much. Same owner. Same owner. Le choix même pour personnifier l'hôtel Continental de ce building, dont l'architecture fait plus penser à la proue d'un immense navire que véritablement à un quelconque immeuble urbain. C'est très important parce qu'on voit ici les éléments, dès le premier John Wick, parsemés par l'écriture de Derek pour préparer cette construction progressive de cet univers mythologique, de cet univers mythique. Et que dire de cette scène extrêmement étrange dans le chapitre 2 où John Wick, dans une ambiance de mise en scène qui rappelle les films fantastiques, ceux de la mer par exemple, eh bien va retourner à sa maison détruite, brûlée par le feu, et s'accrocher tel un spectre, tel un esprit qui refuse de quitter sa condition vivante en s'accrochant aux objets du passé, notamment des objets liés à sa défunte femme. Et là apparaît Sharon de manière complètement fantastique, complètement surréaliste, et va lui dire si vous voulez bien. Mr. Wick. If you would be so inclined. Et va l'emmener à la fin du film, donc à partir de cette séquence, va l'emmener dans ce qu'on voit clairement pas sur un bateau, mais en voiture, en traversant le Washington Bridge, qui donc enjambe la rivière Hudson à New York, vers sa rencontre avec Winston, tel Sharon, qui fait passer les âmes défuntes vers le royaume de Hadès en traversant la rivière Styx. Voilà. Et ainsi va donc apparaître dans toute sa splendeur et dans toute sa dimension démonologique, mystique, Winston, tel Hadès régnant sur son royaume. Et d'ailleurs, nous en parlerons tout de suite. It has been a pleasure, Mr. Wick. Goodbye. Alors, Winston, est-ce Hadès ou est-ce une entité mythologique, démonologique qui règne sur un univers mystique, un univers parallèle? Eh bien, écoutez, en tout cas, il y a une phrase qui se dégage très clairement des dialogues. Je vous laisse écouter. Institution, Mr. Wick has breached no legality. Then you know that I have the right to demand of Nothing. You demand nothing of me, Mr. D'Antonio. This kingdom is mine and mine alone. Et que dire de cette scène dont j'ai déjà parlé à la fin du chapitre 2, qui montre que les pouvoirs de Winston excèdent largement les prémices du Continental et qu'il contrôle toute la population de pêcheurs présents dans ce cercle de l'enfer. I am so sorry.
Your life is now forfeit. Then why am I not dead? Because I deemed it not to be. Now. Sans parler des similitudes flagrantes entre le personnage de Winston dans la saga John Wick et le personnage de, attention spoiler, Odin, joué comme par hasard par Ian McShane aussi, dans la série American Gods, brillamment adaptée du chef-d'œuvre de Neil Gaiman. Je vous laisse en juger. Do you have faith, Shadow? What are you? Do you know me? Do you know what I am? Do you want to know my name? Tell me. This is what I am called. I am called Glad of War, Grim, Raider, and Third. I am One-Eye. I am also called Highest and True Guesser. I am Grimnir and the Hooded One. I am All-Father, Gondlier, One-Bearer. I have as many names as there are winds, as many titles as there are ways to die. My ravens are Hugin and Moonin, thought and memory. My wolves are Fakey and Gary. My horse is the gallows. I am Winston est donc clairement une figure mythologique, mystique, religieuse, voire, qui oscille constamment entre divin et démoniaque, représentant cet équilibre imparfait que recherche l'inversion de la réalité que représente le purgatoire et l'enfer. C'est ce que nous vivons dans le monde de John Wick, un monde où la rédemption est pratiquement impossible, mais reste une condition si on veut s'élever vers un univers paradisiaque, exactement comme dans l'enfer de Dante. Et comme on l'explique à Dante dans la Divine Comédie, et comme Virgile l'explique à Dante, la rédemption et le retour vers la bien-aimée n'est possible que à travers une traversée, si je puis dire, de l'enfer et du purgatoire, afin d'accéder au paradis et retrouver sa bien-aimée Béatrice. Ici, le parallèle est évident. D'ailleurs, cette question de rédemption quasi impossible, en tout cas extrêmement difficile pour John Wick, elle est très bien représentée dans une scène où on le marque au fer rouge d'une croix inversée, qui est le symbole de l'inversion du bien chez Satan. Ainsi, les hôtels continentaux, dont on apprend progressivement l'existence à travers le monde, et que John Wick va au moins en visiter 4 pendant la saga, bien sûr le premier à New York, le deuxième en Italie, et le troisième dans ce qui semble être le Maroc, Marrakech, et enfin le quatrième dans le 4e chapitre au Japon, deviennent les références aux fameuses tours du diable, popularisées dans l'ésotérisme chrétien et soufi, donc musulman, par René Guénon. Je ne m'attarderai pas là-dessus, mais en tout cas, ces tours de diable qui seraient parsemées à travers l'univers et qui seraient des condensations de la friction entre le bien et le mal, et auraient ainsi la caractéristique, en tout cas le potentiel, d'être des sanctuaires, des endroits de trêve entre les combattants du bien et du mal. Ça ne vous rappelle pas les règles du Continental ? Et c'est là où la référence au Papa Midnight Club dans Constantine, le film, qui nous décrit clairement cet endroit où les entités divines, angéliques et les entités démoniaques peuvent se rencontrer, faire une trêve et surtout l'interdiction de s'affronter, ce qui rejoint clairement, de manière évidente, la règle fondamentale qui règne dans les hôtels continentaux de John Wick.
voit donc dans la scène où John Wick rencontre Winston pour la première fois dans la saga, ça se passe dans le bar du Continental, New York, et est clairement en écho à celle où John Pawick mais Constantine rencontre Papa Midnight dans le bar dont j'ai parlé, et qui est cet havre où les ennemis peuvent se rencontrer, le bien, le mal, le mal, le mal, le bien, le bien, et les règles qui s'appliquent. D'ailleurs, ils vont en discuter dans les deux séquences. On va parler des règles qui s'appliquent. Dans la fondamentale, c'est la règle de la neutralité, et que ces endroits sont donc sacrés et ne peuvent souffrir de voir les affrontements entre les différentes parties. Et là, on arrive également au thème de la high table, la table haute. Dans la version française, on parle de grande table, mais en réalité, c'est la table haute. Et c'est en cela que ça résonne avec la notion d'Olympe, c'est-à-dire une instance dirigeante qui se situe au-dessus de la mêlée, si je puis dire, au-dessus de l'environnement, de l'univers, et qui va donc régenter cet ensemble-là. Alors bien sûr, pour rester dans mon hypothèse de l'inversion de la réalité, la table haute est en réalité une table basse, c'est-à-dire dans l'inversion de ces univers, c'est là où se situe le pouvoir satanique, comme dans l'enfer de Dante. Et c'est là bien sûr qu'intervient le personnage du Elder, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, le doyen, le sage, même si la sagesse n'est pas de mise dans cet environnement de John Wickverse. Donc c'est ce personnage assez étrange d'ailleurs, qui fait pas grand sens et qui est supposé, croit-on, être le régent de la table haute, ce qui ne fait pas sens, puisque on verra plus loin qu'elle est composée de 12 personnages, de 12 représentants des différentes factions criminelles dans le John Wickverse. Donc je ne sais pas, ça fait partie de cet hétéroclisme, mais ce qui est extrêmement intéressant dans la manière dont il est amené, c'est que c'est un arabe. Un arabe? Oui, un arabe, excellemment joué par Saïd Taghmaoui, acteur que j'adore, injustement maltraité par le cinéma français, qui a explosé dans La haine de Matthew Kassovitz, et qui depuis fait carrière à Hollywood dans des petits rôles, des seconds rôles, qui est en rien une mauvaise chose, puisque la tradition des seconds, des troisièmes rôles aux États-Unis est extrêmement dignifiée. Et donc Saïd Taghmaoui, en tant que The Elder, va apparaître dans une séquence mémorable suite à la traversée du désert, littéralement, un peu comme Jésus, je pense que c'est pas un hasard, qui va arriver donc et confronter The Elder. Alors oui, bien sûr, trêve de plaisanterie, la référence à ce personnage oriental, arabe, est directement liée à la référence à la secte des assassins, des Hashishiyin, du Moyen-Orient médiéval, donc cette secte d'assassins dont le chef, le doyen, tenait ses troupes en utilisant une drogue à base d'herbe, le hashish, et qui donc faisait d'eux des combattants complètement dédiés à la cause, totalement survoltés. T'en veux? Putain, je suis cassé. Merci Smaïn, et rassurez-vous, il faisait pas partie de la secte des assassins. Le personnage donc du Elder dans John Wick s'avère être un personnage extrêmement important, en tout cas dans l'intention de Derek Kolstad, et la référence au vieux de la montagne, Hassan Sabbah, donc qui est le chef de cette secte importante au Moyen-Orient médiéval, va donc logiquement devenir important dans la suite de l'histoire. Sauf que voilà, dans le chapitre 4, on va s'en débarrasser de la manière la plus ridicule qui soit en quelques minutes. J'en parlerai plus loin. Personnage tellement important que John Wick lui-même va marquer sa déférence, son obédience, en se coupant le doigt, un peu comme dans le rite des Yakuza. Vous voyez, donc cet hétéroclisme est encore présent. On a vu ce rite dans plein de films, dans une séquence mythique, dans le fameux Yakuza, avec Robert Mitchum dans les années 70. Mais également dans le récent The Outsider, où le personnage central ne se contente pas de se couper un doigt, mais plutôt deux. Double allégeance.
하리상. C'est ce qu'on appelle dans la tradition des Yakuza le Yubitsumi. Et donc ceci nous montre bien le caractère hétéroclite, comme je l'ai déjà dit, mais surtout mélangeant les traditions, les civilisations, les cultures, les religions, les mystiques, les mythologies, dans un même récipient qui est cette saga, et que je trouve assez fascinant, puisque du coup ça ouvre des tas de possibilités d'interprétation, mais on sent bien que Derek Kolstad avait une intention. Et d'ailleurs, la meilleure preuve en est, pour appuyer mon propos, la référence évidente, surlignée à Dante, l'enfer de Dante, à travers les différentes citations visuelles ou même des extraits prononcés par certains personnages qui citent directement Dante. Donc ce n'est pas un hasard du tout. The path to paradise begins in hell. Consider your origins. You were not made to live as brutes, but to follow virtue and knowledge. Dante. Voilà, je pourrais aussi parler des pièces d'or, de l'utilisation de ces fameuses pièces d'or, dont la valeur reste bizarre, hein, vu les transactions pour lesquelles elle est utilisée dans la saga. Mais bon, je crois que, I rest my case, comme on dit, tout ceci devient assez élémentaire. Comme je vous l'ai déjà dit, tout cela est élémentaire, mon cher Watson. On voit bien les intentions de Derek Kolstad à travers ce que je pense avoir démontré et qui malheureusement disparaîtra avec l'éviction de Derek de la franchise. I'm finally in a position where I can make cool shit with cool people who want to make cool shit. I can make cool shit with cool people who want to make cool shit. Voilà, ainsi se termine cet épisode de ce long vidéo essai sur la franchise John Wick, mais vous avez bien compris que ça en valait la peine. Il me restera à analyser la catastrophe du John Wick 4 et donc justifier le titre de ce vidéo essai, comment John Wick a tué John Wick. Je sortirai à ce moment-là ce que vous appelez amis terriens et néanmoins cinéphile, mouche-tech.